Search en Java. Alors le titre là est plus court, mais pour les CFP, je le fais un peu plus long parce que sinon ça c'est pas très sexy comme titre. Mais voilà. Donc c'est un talk qui va être en deux parties. Une partie où on va présenter un peu l'utilisation, donc la notion de développeur expérience. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise ce truc-là dans cette API qui est très vaste. Et la deuxième partie qui est comment est-ce qu'on la construit. Hein. Donc voilà. Donc moi je suis Sylvain Vallès. Je suis depuis 6 ans chez Elastic. Alors j'ai le joli titre de Principal Software Engineer, donc c'est les gens qui chez Elastic ont pas mal d'expérience, des cheveux gris, voilà, et qui font des trucs, donc des positions d'experts techniques, d'architectes, trucs comme ça. Dans cette équipe, alors j'ai passé 4 ans dans l'équipe cloud avec Monsieur Paul qui est ici présent, voilà, chez Elastic, et au bout de 4 ans, l'équipe était passée en 4 ans de 15 à 150. Grosse croissance, c'était un peu trop pour moi, j'avais besoin de choses un peu plus petites et j'ai rejoint une équipe de 10 personnes, l'équipe des SDK clients, donc on fait les drivers, où je suis en charge du client Java et aussi Rust. J'aime beaucoup Rust, si vous n'avez pas regardé Rust, regardez, c'est super. Voilà, donc déjà, un nouveau client Java. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant et vers quoi on s'oriente et pourquoi? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, donc qui utilise Elasticsearch? Ouais, un petit peu, oui, un petit peu quand même, voilà. Ouais. Donc Elasticsearch, c'est un produit, donc c'est un logiciel pour construire des moteurs de recherche, alors au sens le plus large du terme. On y ingère dedans des documents qui peuvent être aussi bien du texte que des catalogues produits, que des logs, des choses comme ça. Et ensuite, on peut faire de la recherche, de l'agrégation et plein d'autres choses. Donc notamment aussi tout un système de machine learning pour faire la détection d'anomalies, choses comme ça. Voilà, c'est un produit qui depuis 10 ans a grossi et qui aujourd'hui expose 400 points d'API. C'est vaste, hein, voilà. Dont certains sont des gros points d'API. Hein, ça c'est voilà. Quand on déroule ces 400 endpoints et qu'on déroule les structures JSON qu'il y a là-dedans, ça se traduit en 2000 structures de données. Ça fait du monde. Il y a quelques exemples intéressants aussi là-dedans, c'est que quand on fait une recherche, il y a différents types de queries. Est-ce qu'on veut de la recherche exacte, de la recherche fuzzy, donc comme on dit en français, je ne sais même plus. Est-ce qu'on veut de la recherche sur des termes, sur des phrases, sur de la proximité, etc. On a par exemple 50 types de requêtes différents. Quand on fait des agrégations où on va grouper selon différents critères, enfin des statistiques, choses comme ça, on a 70 types d'agrégations différents. On a 30 types de champs. Alors des entiers, des flottants, mais aussi des adresses IP, des positions géométriques en 2D, en 3D, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc c'est une API qui est extrêmement riche, avec des fois, on dit tiens, je fais query, et puis là, ploup, j'ai 50 trucs dans lesquels je dois choisir. Alors, ce que je vais vous raconter un peu, c'est comment ça s'utilise, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans cette API qui est très vaste. Ce qu'on a voulu faire avec ce nouveau client, c'est en gros que l'IDE vous guide, parce que vous n'avez pas toujours la doc à côté, et même avec la doc, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous n'allez pas le trouver. Donc là, l'idée, c'est que l'IDE, en fait, va vous accompagner dans la découverte des fonctionnalités disponibles. Et ensuite, on verra comment on la construit. Alors, l'architecture historiquement, donc Elasticsearch est un produit qui a maintenant une dizaine d'années. Et il y a un driver, donc un client qui existe, qui est structuré en 3 parties. Alors on va partir du bas. La partie du bas, c'est la librairie HTTP. Donc là, c'est le client HTTP de chez Apache, hein, qui est un peu le standard. Au-dessus de ça, on a mis ce qu'on appelle Low Level REST Client. Alors, il n'est pas vraiment REST parce qu'en gros, il a juste des requêtes, des contenus binaires et puis il fait passer une couche en dessous. Par contre, ce qu'il rajoute, c'est la notion de découverte du cluster. C'est-à-dire que quand vous déployez du Elasticsearch, c'est un système qui est scalable. Vous déployez autant de nœuds que vous voulez. Et cette couche-là, low level, va faire du load balancing côté client. C'est-à-dire qu'il va distribuer les requêtes sur les différents nœuds. Et si jamais il y a un nœud qui ne répond pas, il va dire OK, celui-là il est HS, on va essayer le suivant. Et régulièrement aussi, il va interroger le cluster. Est-ce que tu as des nouveaux nœuds ou est-ce que tu en as qui sont partis? De façon à mettre un peu à jour sa table de routage. Et au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle le client haut niveau, où là, on va avoir une approche cette fois-ci beaucoup plus typée, où on va avoir des méthodes pour chaque endpoint de l'API et des classes pour les données. Donc là, on se dit, OK, nickel, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un nouveau client? Alors le problème, c'est que ce client high level, il a été construit à une époque où Elastic n'avait pas 3500 employés comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt
dans les 150 ou 200. Et ils se sont dit, bah, en fait, côté serveur, on a déjà défini toutes ces classes qui représentent les API. C'est un peu dommage de faire le boulot deux fois pour faire un driver où on va refaire les mêmes classes. Donc ils ont dit, bah, ok, on va dire que notre SDK client, finalement, il va avoir une dépendance sur le serveur, comme ça on bénéficie de toutes ces classes qu'on a déjà écrites. L'idée peut sembler intéressante d'un point de vue économie d'ingénierie, par contre arrive avec quelques soucis, c'est que du coup bah, on tire aussi les dépendances du serveur. Et donc dans mon application, je me retrouve finalement à tirer tout le serveur Elasticsearch alors que je veux juste un driver en fait. Alors ces dépendances, ça fait quand même plus de 30 mégas de jar, dont certains ne servent à rien parce qu'ils sont là juste par dépendance transitive. Ça amène à une API Java qui est parfois un petit peu confuse parce que ces classes qui sont conçues pour le serveur exposent des fonctionnalités internes du serveur que vous n'êtes pas censé utiliser côté client, hein, parce que il y a la représentation de la donnée qui arrive depuis l'API, mais il y a aussi un peu de logique qui est celle du serveur. Et puis aussi, et ça c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps, c'est que bah, toutes ces classes-là, d'un seul coup, deviennent un contrat d'API Java public que vous donnez à vos utilisateurs. C'est-à-dire que si on dit, tiens, on va faire un refactoring sur le côté client pour optimiser des choses, changer les structures de données, etc., bah, vous ne pouvez pas, parce que si vous le faites, à la release suivante, vous cassez toutes les applications de vos utilisateurs. Parce qu'ils utilisent aussi le code du serveur. Donc ça posait beaucoup de problèmes, qui aboutit à une décision de dire, ah oui, donc aussi, autre souci, c'est que tout ça a été écrit à la main, donc imaginez les 400 endpoints et les 2000 types, c'est beaucoup de maintenance. Et puis aussi, comme côté serveur, ils manipulent beaucoup les documents en les transférant à droite à gauche. Ils ont dit, bah, les documents qu'on envoie, c'est juste byte array, un tableau de bytes. Donc vous, utilisateur, vous dites, ah bah moi j'ai ma fiche produit, je voudrais bien indexer ma fiche produit, mon objet product. Et bah, tu te débrouilles, tu sérialises en JSON et tu envoies un byte array au truc. C'est quand même pas très sympa pour l'utilisateur. Donc il n'y avait pas de Jackson typiquement intégré dans ce client, ce qui fait que c'était pas très ergonomique. Donc il a été décidé dans Elastic de dire bah, on va faire un nouveau client from scratch, on repart de zéro, on casse la compatibilité mais c'est pas grave parce que de toute façon il y avait toutes ces dépendances sur le serveur donc elle ne pouvait pas être garantie, et qui va être basé sur de la génération de code. Donc c'est la dernière ligne, là, 99%, et c'est vraiment le vrai chiffre que j'ai mesuré, hein, 99% du code qui est généré. Et ce client est le premier d'une nouvelle génération de clients pour Elasticsearch, sachant que dans l'équipe où je suis, on s'occupe des clients en Java, j'ai dit Rust, en Go, en JavaScript, en C#, en Python, en PHP, en Ruby et en Perl. Voilà. Donc on a 9 langages. Quand ici il faut maintenir tout ça à la main, c'est du boulot, donc on a décidé, on va faire de la génération de code. Et Java était le premier, donc moi je suis arrivé dans cette équipe-là en me disant vas-y, à toi de jouer. Je dis yes, ça me plaît. Donc on a beaucoup réfléchi sur la développeur experience, comme on appelle ça, hein, donc avoir un truc qui soit facile à utiliser et prendre une approche un peu moderne. Parce que donc le client existant était basé sur des builders. Alors on n'a pas cassé les builders parce que les gens sont habitués à ça, il ne faut pas quand même trop changer les habitudes. Mais on a pris aussi une approche avec des functional fluent builders. Alors vous allez voir ce que ça veut dire, c'est un gros mot mais c'est facile. Qui permettent d'avoir une écriture beaucoup plus proche de la hiérarchie JSON qu'on envoie à Elasticsearch. Donc l'intérêt, c'est que les gens apprennent Elasticsearch en tapant du JSON dans une console de dev. Ils jouent avec Kibana, qui est l'IHM qui est associé à Elasticsearch. Et ensuite, l'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse faire un mapping relativement facile du point de vue modèle mental entre ce qu'on tape dans la console de développement et le code Java qui vient derrière. Et puis, tant qu'on y est, on va rajouter aussi l'intégration du mapping JSON vers objet, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette frontière forte entre les applications, entre les données de l'application et le driver, c'est-à-dire que tout soit uniforme et intégré. Mais il faut qu'on garde la compatibilité avec Java 8. Java 8 ne veut pas mourir. Voilà, c'est quand même un truc qui est sorti en 2014 maintenant, mais toutes les grandes entreprises, les banques, machin, etc., sont toujours sur Java 8.
Je crois que dans les différents vendeurs de machines virtuelles, je crois qu'aujourd'hui, la mort de Java 8 n'arrivera pas avant, je crois, 2030. Ou 2032, je crois même. Je serai en retraite. Voilà. Donc, partant de là, on est reparti sur une structure un petit peu différente où on a dit, bah, on va architecturer le client, ce driver, autour d'un objet qu'on appelle le transport, qui se charge en gros de toute l'interaction entre les couches bas niveau HTTP et puis les objets de haut niveau. Ce transport, il a une implémentation qu'on a voulu conserver sur l'ancienne couche HTTP. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand vous avez des très très gros déploiements avec beaucoup de données qui transitent, si vous dites bah, pour migrer votre application, vous devez mettre un nouveau client et que d'un seul coup ce nouveau client multiplie le nombre de connexions réseau par 2 sur votre cluster, le cluster il ne va pas aimer. Donc on a dit ok, la couche HTTP elle va être commune, vous pouvez migrer progressivement en mettant l'ancien driver et le nouveau, ils vont partager le même client HTTP, comme ça ils partagent les connexions. Il n'y a pas de coût supplémentaire d'un point de vue opérationnel et ça permet comme ça une migration progressive du code applicatif en migrant progressivement le code de cet ancien driver vers le nouveau. Associé à ça, on dit bah voilà, on vous fournit ce qu'il faut pour faire votre mapping objet métier vers JSON. Alors le standard qu'on utilise depuis très longtemps, c'est Jackson, mais il y a une API normalisée. Alors c'est pas J2E maintenant, c'est Jakarta EE. Qui s'appelle JSON P et JSON B, qui est enfin, on a du JSON dans le JDK standard. Donc en gros, tout ce qui se passe au-dessus, le JSON se base sur cette API-là, et puis on a le mapping sur les implémentations JSON B, mais aussi sur Jackson. Bientôt, on va rajouter aussi le support de JSON, la librairie de chez Google. Et au-dessus de ça, on a ce Java API client qui en gros est le code Java qui représente toutes les API d'Elasticsearch. Donc c'est là-haut qu'on a les 99% de code généré et c'est les couches transport et object mapper qui sont écrites à la main. Alors, comment ça se passe? Donc comme je dis, c'est livré avec les batteries, mais il faut quand même assembler, quoi, hein. Donc voilà. On dit je crée ma couche HTTP. Voilà. Je crée mon mapper JSON, donc sachant que j'ai le choix aujourd'hui entre 2 implémentations, bientôt 3. Je câble tout ça dans un transport et ensuite je dis bah voilà, je crée mon client. Donc là, quand je fais New Elasticsearch Client, c'est un client qui est bloquant. Tous les appels de méthode seront bloquants avec des appels réseau bloquants, mais j'ai aussi une variante asynchrone où on retrouve exactement les mêmes endpoints d'API, mais cette fois-ci sous une forme asynchrone, ça renvoie des futurs. Alors, comment ça se passe? Alors, les exemples que je vais vous montrer là, sur la gauche, je mets la requête HTTP qu'on envoie à Elasticsearch. Ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas utilisateur d'Elasticsearch, c'est qu'il y a une doc qui est colossale sur ces 400 endpoints et sur tout ce qui se passe dans Elasticsearch qui est décrite avec ce JSON. Donc la documentation de référence, elle est basée sur le format JSON. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dire il faut que le mapping entre le JSON et le Java soit le plus fluide, le plus naturel possible. Et donc c'est pour ça que je vous présente les deux en parallèle. Donc là, l'exemple qu'on a ici, on va dire put products doc ABC. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est que je vais envoyer, donc là on est dans une application où je crée un site de e-commerce et je vais aller indexer des produits dans mon Elasticsearch de façon à ensuite construire la fonction de recherche sur mon site de e-commerce. Donc put products, ça va écrire dans l'index, la table si on parlait SQL products, un document dont l'identifiant c'est ABC. Voilà. Et ensuite j'ai le JSON qui sont mes champs de mon objet applicatif. Il a un identifiant ABC, il a un nom qui est bag, c'est un sac, et il a un prix 42 €. Voilà. Donc en termes de code, comment ça se passe? On va créer notre produit, ça c'est l'objet métier. Là je vous présente l'approche avec les builders classiques qui existent parce qu'il y a beaucoup de gens, les développeurs Enterprise Java, si on leur change leurs petites habitudes, ils n'aiment pas, donc ils veulent des builders. Donc je crée un index request builder, et puis ensuite une méthode chaînée, .index, .id de ABC, .document product. Donc là, par rapport à l'ancien, au lieu de lui donner son byte array, je lui donne mon objet métier.
.build, et ensuite j'appelle mon client.index avec la requête, ça part, et puis ça me renvoie un résultat. La même vision avec la version moderne qu'on a mis en place, donc là c'est avec des lambdas. On retrouve notre client.index, mais cette fois-ci, le paramètre n'est plus une requête qu'on a créée avant, c'est une fonction anonyme. Donc le paramètre, c'est un builder, comme on avait au précédent, et puis là, on va pouvoir chaîner les appels de méthode. Alors, intérêt de cette approche-là, au-delà de simplifier un peu l'écriture, c'est que vous n'avez pas, contrairement à ce qu'on avait avant, à connaître le nom des classes. Comment savoir que ça s'appelle index request, que voilà, il n'y a pas à chercher les imports. On part du client, point index, on ouvre la parenthèse, on tape B, flèche B, et puis là, point. Et il nous dit tout ce qu'il y a en dessous. Et on va comme ça construire très interactivement la requête. Alors, maintenant, on va voir un exemple un peu plus compliqué. Quand on fait une recherche, typiquement, là, donc je vais aller chercher dans mon index des produits, tous les produits dont le nom contient le terme bag, sac. Donc, comment ça s'exprime? Voilà, je fais un search dans lequel je dis, j'envoie une query. C'est une query de type terme. Cherche-moi un mot dans la description, dans le nom du produit qui correspond. Donc, c'est dans le champ name et je veux la valeur bag. Donc là, on voit qu'on commence à construire une hiérarchie. Si on le fait avec les builders classiques, on va être obligé de partir du plus profond de la hiérarchie et reconstruire progressivement. Donc je commence par ma term query. Je prends une term query, voilà, je mets field name value bag. Au-dessus de ça, je prends une search request sur mon index produit, je mets la query dedans, et puis au final, je fais mon client.search. Donc au passage ici, on voit qu'on lui donne la classe de destination, il va automatiquement faire le mapping, les résultats me les renvoyer sous forme d'un product. Si je l'écris sous forme de DSL avec les builders, là on commence à voir la profondeur, la structuration hiérarchique qui apparaît et qui est très très proche de celle du JSON. Donc client.search, alors je mets mon index qui va se retrouver dans le chemin de l'URL, .query qui est le nom du champ que j'ai dans le JSON, .term qui est la variante, une query de type term query, et puis enfin le field et la value. Alors en JSON c'est exprimé sous forme de clé valeur, en Java c'est scindé sous forme de deux propriétés différentes. Donc là, si on compare, c'est quand même plus sympa, quoi. Et on commence à avoir quelque chose où en gros on peut lire en gros le JSON à travers la structure hiérarchique du code Java. Et encore une fois, on n'a plus aucun import à écrire, on se laisse juste guider par l'autocomplétion de l'IDE. Voilà, je vais revenir là-dessus plus en détail après. Voilà. Donc si, d'un point de vue construction, quand je tape query, le builder que j'ai à l'intérieur, c'est un builder de variante. Parce qu'en gros, à ce moment-là, il faut que je décide si c'est une term query, si c'est une fuzzy query, si c'est une match query, si c'est une geoquery, etc. Et donc le truc là va juste me servir à découvrir toutes les variantes et en sélectionner une et avoir le builder préconfiguré pour cette variante-là. Évidemment, quand on commence à avoir des choses compliquées, on ne va pas avoir 10 niveaux de profondeur, hein, donc on peut toujours découper ça en morceaux, il n'y a pas de souci, les deux se combinent sans problème. Alors, on va regarder un peu l'autre aspect compliqué d'Elasticsearch, c'est les agrégations. Les agrégations, je vous avais dit, il y en a 70 différentes, avec des configurations parfois assez complexes, où on retrouve le même principe. Donc on va dire, là ici, je vais faire un histogramme des prix qui sont dans mon catalogue produit, donc par le champ prix et avec des segments de 50. Vous savez, ça sert à faire ce qu'on appelle les facettes sur le côté des moteurs de recherche, où il va vous dire, il y a 25 produits qui sont entre 0 et 50 euros, il y en a 7 qui sont entre 50 et 100, etc. etc. Donc ça se fait techniquement avec des agrégations sur Elasticsearch, où on crée un histogramme de valeurs, et il va nous renvoyer le nombre de documents, le nombre de produits ici qu'il va y avoir dans chacun de ces buckets, ça s'appelle. Donc on dit quoi? Je crée, c'est toujours un search, parce que quand vous voyez un site d'e-commerce, ça vous présente les attributs sur le côté, mais aussi les résultats. Donc en une seule requête, on peut combiner recherche et agrégation. Ça évite de faire deux allers-retours qui font la même chose.
Donc là, on va dire que dans le cas présent, on est seulement intéressé par les agrégations, par cet histogramme. Donc on met size 0, je ne veux aucun document en retour. Et après, on va créer des agrégations. Donc on va en créer une qui s'appelle price histogramme. On pourrait imaginer, où il y a souvent dans les sites d'e-commerce, il y a plusieurs facettes qui sont listées sur les côtés. Donc chacune va se traduire par un histogramme ici. Donc on va dire, voilà, c'est une agrégation qui s'appelle Price Histo, qui est de type histogramme, qu'on va trier sur le champ Price par intervalle de 50. Donc là encore, à travers cette descente hiérarchique des expressions lambda, on va avoir une structure du code Java qui est très très proche du JSON que les gens utilisent dans la console de développement pour tester en fait leurs agrégations et pour ne serait-ce qu'apprendre aussi l'utilisation d'Elasticsearch. Voilà, et là, comme c'est une recherche, bah, il est censé renvoyer des documents, mais comme là on dit qu'on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on lui met comme classe? On lui dit void, ignore, j'en veux pas. Et puis, donc au début, c'était juste comme ça. On disait aux gens, vous transposez directement le JSON en Java, et puis certains nous ont dit, ouais, mais c'est bien gentil, mais moi je développe des agrégations compliquées dans mon environnement de développement en JSON avec Kibana. Ça sert à rien que j'aille les réécrire en Java. C'est des trucs qui sont constants, ça bouge jamais, voire même c'est des fois des analystes qui font ce boulot-là et pas des développeurs Java. Il y a un boulot de traduction qui est pénible. Ça serait bien si on pouvait dire bah, copier-coller les JSON et puis dire bah, voilà, fais-moi ton truc avec ça. Donc on a dit bah, qu'à cela ne tienne. On va vous mettre en plus de tous les champs qui correspondent en gros à la structure formelle de l'objet, on va vous donner un with JSON. Là, vous lui passez, pouf, un paquet JSON. Ça va faire une désérialisation, on va dire partielle, dans l'objet en cours de construction. Et comme ça, on peut combiner finalement la construction de nos objets en mélangeant du JSON qui vient d'une chaîne de caractères, d'un fichier, d'ailleurs, et des choses beaucoup plus formelles et typées en code Java. Donc typiquement, on pourrait imaginer là qu'on a des gens qui vont nous préparer des agrégations qu'on va mettre sur le site de e-commerce. Et par contre, le développeur, il dit, bah, OK, j'ai un catalogue d'agrégations, c'est des ressources dans mon jar, par exemple. Et puis, il va simplement dire, bah, je le distribue sur tel index, je charge l'agrégation, et terminé. Donc comme ça, on peut d'une part accélérer le développement en chargeant ce JSON, mais aussi séparer les responsabilités. Tac. Alors, je vous ai montré comment construire avec ces hiérarchies de builders imbriqués. Maintenant, on va voir un peu la navigation dans les résultats. Donc, les résultats d'une agrégation arrivent un peu sous cette forme-là. Donc, il nous dit ça a pris 2 millisecondes. Et puis, voici les agrégations. Alors, j'ai un price histo qui est un histogramme. Alors, on reviendra sur cette syntaxe un petit peu barbare après. Et puis il y a des buckets. En gros, c'est des réservoirs dans lesquels on est venu segmenter par intervalle de 50 €. Il nous dit dans le premier, voilà, qui commence à 0, il y a 100 produits. Dans le deuxième, il y en a 281. Comment en Java, derrière, je fais moi pour accéder au nombre de documents qu'il y a dans le premier bucket, par exemple? Je vais dire, voilà, je fais mon search. Donc j'ai un résultat de search qui contient mes agrégations. Je vais descendre dans la partie agrégation, donc on suit le JSON. Je veux dedans l'agrégation qui s'appelle price histo. Je veux la variante voilà, qui s'appelle histogramme, c'est-à-dire que a priori, je peux avoir ici des 70 types de résultats différents. Donc là, on fait un downcast en quelque sorte, simplement par chaînage de méthode. Et puis après, dit, voilà, donne-moi les buckets. Alors pourquoi ce point arrêt? Parce que Elasticsearch est parfois beaucoup trop flexible et vous permet de dire que de les présenter en retour soit sous forme de map, soit sous forme de tableau. Donc par défaut, c'est un tableau. Donc il faut lui dire, tu me le downcast en un tableau. On prend le premier et on arrive à notre dot count à la fin. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc des accesseurs qui vont nous permettre non seulement de lire les propriétés comme c'est le cas habituellement, mais aussi d'accéder aux variantes et de dire je fais un downcast sans avoir à écrire le cast en fait. Donc on gère le polymorphisme comme ça pour avoir une navigation qui soit fluente à travers les différentes variantes. Oui, question. Oui, oui. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut récupérer par la clé?
Donc c'est là que justement intervient ce choix entre la représentation sous forme de map ou sous forme de tableau. Si tu es intéressé par le représenter par clé, tu vas dans la définition de l'agrégation avant, tu vas dire point .kid true, disant je veux les résultats sous forme de map, enfin organisés par clé. Et à ce moment-là, on fera buckets.map, et là on pourra faire get de 0 par exemple, et get de 50. Donc on a cette flexibilité-là. Et tous ces accesseurs ici, en fait, ne sont pas vraiment des accesseurs, c'est simplement un downcast vers le type cible. Donc c'est la résolution du polymorphisme, en fait, dans une écriture chaînée. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Donc la question, je répète pour le micro, donc c'est en gros, est-ce que le type a la connaissance de la variante qui a été choisie? Alors en fait, oui, le type a la connaissance de cette variante. Et si tu essayes ici de faire .map alors que le JSON contient un tableau, il va te dire non, c'est pas la bonne variante. Donc là, tu auras t'auras une exception au runtime. Par contre, tu n'auras pas d'erreur à la compilation parce qu'on ne sait pas faire au niveau du système de type le lien entre le choix que tu as fait sur la requête et la réponse qui va arriver. Donc c'est au développeur effectivement de savoir ce qu'il a envoyé pour savoir ce qu'il doit ensuite aller chercher comme type de résultat. Alors on va revenir un petit peu sur ces patterns de code qu'on a vus. Donc j'ai commencé par tout début, je vous ai dit, ben voilà, on a le builder classique. Donc là, l'illustration, c'est un tout petit extrait du builder de ma search request, on voit en haut. Donc quand je fais .query avec une value, le truc classique, c'est que je fais, voilà, this.query égale value, et puis je renvoie mon builder pour pouvoir chaîner comme ça les setters. Cette nouvelle approche qu'on propose avec les expressions lambda, c'est simplement en fait la même chose. Ah, petit bug de présentation. On passe une fonction qui prend en paramètre un builder et qui va nous renvoyer un builder. Alors, je vous expliquerai pourquoi ça renvoie un builder après. Et on dit juste, voilà, ma fonction, je l'appelle avec un new query builder, je fais build, et puis je fais quoi? J'appelle mon setter qui était au-dessus. C'est juste ça, il n'y a pas de magie, hein. Par contre, c'est cette approche-là qui nous permet ensuite d'avoir cette écriture DSL hiérarchique avec des fonctions anonymes. Alors, là aussi, pourquoi est-ce qu'on a cette fonction qui prend un builder et qui renvoie un builder? Parce que du point de vue de l'IDE, quand vous commencez à taper genre .query et que vous tapez B flèche B, c'est correct. Et après, on peut commencer à rajouter des propriétés. Si on avait dit que ça ne renvoyait rien, que c'était juste un consumer, à ce moment-là, l'IDE, si vous mettez juste B, il va queener. C'est-à-dire que si ça permet aussi comme ça d'avoir du développement qui est beaucoup plus interactif parce qu'on peut commencer avec rien, juste un builder vide, et puis on rajoute des choses progressivement. Et l'IDE, à chaque fois, va être satisfait de ce qu'on lui passe. Pour les types polymorphiques, alors si on voit l'approche builder classique, imaginons là que je veuille faire une term query, donc j'aurai mon search query.builder et je dis query, c'est un new term query.builder.fill, blablabla, etc. Là j'ai marqué term query, mais il faut savoir que j'ai 50 variantes. Alors il y en a un certain nombre qu'on connaît classiquement, c'est vraiment les requêtes classiques qu'on utilise dans Elasticsearch, le term query en fait partie, mais après il y a des requêtes beaucoup plus spécialisées, on ne les connaît pas forcément sauf à les fouiller dans la doc. Donc l'approche qu'on propose, c'est de dire, alors pour les gens qui aiment bien les builders, on leur fournit un catalogue. Il y a un objet qu'on a mis dans lequel on a dit, voilà, tiens, ça c'est le catalogue de builder. Tu prends ton query builders, point, et là, toutes les variantes apparaissent, point terme, et on déroule les setters. Et puis on a aussi cette variante avec complètement pilotée par les lambda expressions où là, mon query builder ici, il va avoir toutes les variantes disponibles dans la lambda expression.
L'intérêt de ces dernières approches, c'est que ça rajoute un petit peu de bruit visuel avec ces builders, mais par contre, on n'a plus à se préoccuper d'import. On fait juste point sur l'IDE et il nous guide tout au long du chemin. Alors, là où c'est intéressant, donc, je vous avais montré les types polymorphiques. Si on devait le faire en Java classique, donc je crée, là c'est traverser les résultats de mon agrégation. Donc j'aurais dû faire search.agrégation.get de price histo, le caster en histogramme aggregate, qui est le type particulier du résultat que j'attends. Comme c'est la variante tableau, il aurait fallu que je prenne les buckets et que je le caste en liste de histogramme bucket. Et enfin, je peux accéder à mon doc count à la fin. Donc ce que je vous ai montré, c'est que nous on a introduit donc pour toutes les variantes, on a introduit des accesseurs qui vérifient qu'on est bien dans la variante que l'utilisateur demande et qui fait le downcast et qui renvoie directement le type correspondant. Donc c'est ce qui nous permet comme ça d'avoir cette écriture très fluide où on va descendre dans la hiérarchie de type avec un polymorphisme qui, je vous dis, peut des fois avoir 70 implémentations de large. Voilà, donc c'est des unions taguées, voilà, pour ceux qui font des langages de programmation. Voilà pour cette partie. Donc là, on a vu un peu la développeur expérience, comment est-ce qu'on a voulu construire des design patterns en fait, qui permettent de s'y retrouver dans cette API qui est très vaste. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur cette partie-là. Et après, on va attaquer comment on la construit. Ouais. Alors question par rapport au with.json, est-ce qu'on peut avoir des templates? Qu'est-ce que tu entends par template? Non. Alors la question c'est est-ce qu'on va... Je vais le montrer, il était où? Non, il était après. Alors la question c'est est-ce qu'on pourrait avoir des templates dans le JSON qui arrive là? Donc la réponse est... Alors je vais faire un non, mais pourquoi pas? Tu vois. C'est que non, parce que le with.json attend forcément un document qui est fini en quelque sorte. Il n'y a pas de notion de résolution de variable là-dedans. Par contre, là où je dis peut-être, c'est que rien n'interdit que cette chaîne de caractères soit, elle, produite via un template type moustache ou équivalent, etc. Hein. Ça, c'est en dehors du scope du driver Java. Par contre, c'est possible dans la mesure où ce qu'il attend, c'est une chaîne de caractères. D'autres questions? Non. Bon. Ouais. Tu veux voir comment c'est fait à l'intérieur? Ouais. Alors, écoute, on va sortir le code. Hein. Je n'ai pas forcément prévu de le faire, mais attends, je suis où là? Ça, c'est le code. Ça, c'est le générateur. C'est pas intéressant. Tac. Si je regarde, par exemple, on est dans quoi là? Dans agrégation. Agrégate. Pop. Alors, on va grossir le code. Donc, allô. Bon, il veut pas. C'est assez gros là? Ouais. Donc typiquement, mon aggregate, c'est le résultat de l'agrégation. Tu vois, quand je fais get price histo, ça me renvoie un objet de type aggregate. D'accord? Donc il implémente, alors c'est une open tag d'union. Alors pourquoi elle est open, ça je l'explique pas ici, mais en gros, Elasticsearch accepte des plugins qui peuvent ajouter au système des nouveaux types de queries, des nouveaux types d'agrégation. C'est un système qui est extrêmement extensible. Donc toute cette notion de on vous propose la liste des requêtes qui existent, ce sont uniquement celles que nous, Elastic, on met dans le produit. Par contre, il y a une entrée qui s'appelle custom, et où là, tu fais ce que tu veux. Hein. Ça, c'est libre, on accepte n'importe quoi, mais c'est la responsabilité de l'utilisateur, c'est pour les développements custom. Donc c'est pour ça qu'elle est open. Ensuite, ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit quel est donc une union taguée, elle a un discriminant qui nous dit en gros quelle est la variante qui est actuellement sélectionnée. Est-ce que c'est une agrégation de type histogramme, de type statistique, de type géographique, etc.
Et aussi là, quel est en gros le super type le plus général de tous les résultats qui peuvent être envoyés. Voilà, histoire de pouvoir le typer. Si je fais simplement un get de la valeur courante, il va me renvoyer ici object parce que en fait de toutes mes variantes, il y a des trucs qui des fois sont des types primitifs, donc j'ai pas toujours un objet de base. Donc là, en gros, c'est object. Ce qu'on voit, c'est que ici, donc à l'intérieur, j'ai un énuméré. Donc c'est le kind, c'est le aggregate kind. Donc là, on va trouver toutes mes variantes. Alors je vous disais, il y en a 70, ben voilà, elles sont là. Hein. Elles sont là, tac, 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 tac. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Alors, donc on a le kind qui est la variante actuelle et puis qui est la valeur courante. Et si je regarde, alors les accesseurs, on va passer un peu ça. Voilà, par exemple, ici, là, j'ai une agrégation de type average. AVG, c'est la moyenne, d'accord? Donc, si je fais... Bon, tiens, on va chercher le point histogramme, puisque c'est ça qu'on avait comme exemple. AVGH, il est là, mon histogramme. Donc, quand j'appelle le point histogramme, qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler un get. Donc, en gros, je vais appeler une petite fonction utilitaire qui va dire, bah, prends cet objet-là qui est une union taguée, tu vas vérifier que le kind, donc la variante active, c'est bien histogramme, et si oui, tu renvoies la valeur courante avec un downcast dans le type qui va bien. Donc là, on voit c'est que la valeur ici, c'est histogramme aggregate, et ici le get, c'est tout bête, hein. Alors c'est tout bête mais c'est tout petit. Ploup. Voilà. Donc en gros, on vérifie si le kind, si la variable, enfin comment dire, si la variante que je demande est bien celle qui est active dans l'objet en cours. À ce moment-là, bah, je fais mon cast là, et sinon bah, je dis bah, je ne peux pas te renvoyer la variante histogramme parce que la variante courante c'est average par exemple. Hein, donc c'est là qu'on va avoir l'exception au runtime. Donc il y a voilà, toute la magie est là en fait, hein, il n'y a pas plus que ça. C'est juste simplement que l'objet aggregate, c'est un tout petit wrapper qui contient juste l'identifiant de la variante et la valeur en cours. Et une flopée d'accesseurs pour toutes les variantes qui vont vérifier qu'on est bien dans la variante qui est demandée et faire le cast. Tac. Ça répond à ta question? Ouais. C'est du code généré. Oui, oui. Attends, je n'allais pas taper ça à la main. Il y a 500 000 lignes de code généré quand même. Hein. Voilà. Et donc, alors, non, par contre, non, tout n'est pas généré. Je reviens là. Cette classe ici, là, tag de union utils, fait partie du petit framework de base sur lequel s'appuie tout le code généré. Donc le travail en fait d'ingénierie, il a été travaillé sur la développeur expérience pour savoir quels étaient les patterns. On va y venir ça. Donc en gros, commencer par identifier les patterns, ensuite faire la génération de code et le petit framework support qui va en dessous. Alors non. Ouais. Alors la question c'est est-ce qu'on a réussi à faire cette génération de code sans changer Elasticsearch? En fait, c'est ça ta question. La réponse est oui, mais par contre, on a sué. Hein. On a sué parce que la génération de code, il a fallu et on va y venir. On va justement y venir maintenant. Tu vas comprendre. Alors comment est-ce qu'on a construit ça? Donc déjà, quand on dit génération de code, on se dit on va partir d'un modèle, d'une spec d'API, et quand on parle de spec d'API, naturellement, le truc qui vient, alors pour les gens, il y a quelques années, c'était Swagger, maintenant ça s'appelle OpenAPI, d'accord? Donc c'est un format normalisé, oui, enfin une espèce de standard de fait pour définir les contrats d'API REST, qui est pas mal utilisé, qui vient avec tout un tas de générateurs de code, etc. Et puis on s'est dit, ok, il y a OpenAPI qui existe. Alors, déjà, petite chose, je rembobine. Ce qu'il faut savoir, c'est que Elasticsearch a été développé sans aucune spécification d'API. Déjà. Hein. Il y a eu 10 ans de développement avec zéro spec d'API.
Pire que ça, c'est que pour des raisons de performance, côté serveur, ils n'ont pas utilisé d'outils type Jackson avec un mapping JSON, etc. Parce que ce truc-là fait beaucoup d'allocation mémoire. D'un point de vue performance, c'est pas terrible. Ils sont partis directement à faire du streaming sur les événements JSON. Donc le parsing des objets en streaming et la sérialisation en streaming. Tout ça codé à la main. C'est un truc de fou, mais enfin, ça s'est étalé sur 10 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de spec. La référence, c'est d'aller voir le code d'Elasticsearch et de comprendre comment ils font un start property, start array, value, end object, etc. Voilà, c'est ça la spec. Hein. Donc, quand on a une API comme ça qui est écrite à la main, déjà le truc c'est que elle est complexe, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de choses, et surtout elle n'est pas canonique, c'est-à-dire que dans la mesure où vous n'utilisez pas un objet de mapping objet JSON, une librairie de mapping type Jackson, mine de rien, cet outil-là apporte une structure avec lui, ne serait-ce que par la configuration que vous faites du mapping, ça apporte une certaine structure. Donc déjà, si on avait voulu faire rentrer ça au chausse-pied dans OpenAPI, il aurait fallu qu'on ajoute des tas d'extensions à OpenAPI. OpenAPI est un système ouvert, on peut lui rajouter des attributs supplémentaires qui sont des extensions custom. Mais une fois qu'on fait ça, les générateurs de code qui viennent avec ne connaissent pas ces extensions. Donc déjà, ça veut dire qu'on jetait le générateur de code. Et puis, OpenAPI met beaucoup le focus sur tout ce qui est URL et délègue la partie définition des structures de données à JSON Schema. Alors, dans l'aspect de OpenAPI, il y a un truc qui fait un petit peu peur. Il dit, voilà, alors, on vous fait une super spécification pour les URL, pour les status codes, pour les access control, les méthodes d'authentification et tout le tralala, chose dont nous, finalement, on n'a pas vraiment besoin. Et par contre, pour la partie structure, c'est un superset de JSON Schema spécification, le draft de 2020-12. On dit, oh putain. Sachant que le superset n'est pas spécifié clairement dans l'aspect d'OpenAPI. Donc en gros, on ne sait pas très bien où on va. Et puis, surtout, on ne peut pas utiliser le générateur de code parce qu'il faut des extensions. Et puis après, imaginons, voilà, OpenAPI, c'est du YAML ou du JSON. Si on m'avait dit, bon bah ok, bienvenue Sylvain dans l'équipe SDK client. Tu vas commencer par écrire 400 endpoints et 2000 structures de données en tapant tout ça en YAML JSON. Je dis, non, je vous file madame, je me casse, quoi. Ça, c'est... Donc on s'est dit, on va essayer de trouver autre chose. On réfléchit un petit peu, on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire une représentation de structure de données JSON. Et il se trouve qu'il y a des gens chez Microsoft qui ont fait un langage qui est destiné à typer le JavaScript et donc le JSON, ça s'appelle TypeScript. Donc le système de type de TypeScript a été conçu pour pouvoir manger à peu près n'importe quoi qu'on peut représenter en JavaScript, donc du JSON. L'intérêt de TypeScript, c'est que c'est un système de type qui est lui formalisé, qui a un support pour les IDE qui est très fort. Hein, les plugins pour IntelliJ, pour VS Code, ils marchent super bien. Et on a tout un outillage autour, en particulier une librairie. Donc là, on tombe dans le monde TypeScript, on quitte le monde Java, on tombe dans le monde TypeScript. Une librairie qui s'appelle TSMorph, qui est en gros une espèce de petit wrapper au-dessus des premières couches lexeur et parseur de TypeScript, pour pouvoir manipuler du code TypeScript. Donc on a expérimenté un petit peu et on s'est dit, en fait, notre spec d'API, on va la faire en TypeScript. Donc exemple de la search request. Alors la seule chose qu'on n'a pas capturée dans le TypeScript, c'est les templates qui nous servent à générer les URL. Par contre, les éléments des URL, ils sont dans des fichiers à part, un gros fichier JSON. Par contre, les paramètres qui sont dans les URL sont capturés là-dedans. Donc on définit notre search request. On dit c'est quoi? Alors ça étant request base qui définit des paramètres qu'on trouve partout. Et puis il y a trois parties. Il y a la structure qui définit les éléments qu'on va trouver dans le pass, dans l'URL. Les choses qu'on va trouver en query parameter dans notre requête HTTP, et puis enfin le body qui est du JSON, qui est un document JSON, et on va décrire tous les champs de ce document. Donc là, on a défini quoi? On définit simplement un type TypeScript, avec tout l'outillage TypeScript qui va bien, sachant que on bénéficie aussi du typage. Quand on voit index, tout à l'heure je vous l'avais montré, c'était product, c'était une chaîne de caractères. En fait, Elasticsearch ici accepte
Alors déjà, on voit qu'on l'a typé index name. C'est pas juste une chaîne de caractères lambda, hein. On sait que c'est un index name, donc on pourra, sur des langages, pas en Java, mais si on fait du Scala, du Rust, du Kotlin, du Go ou des choses comme ça, dire que c'est un index name. C'est pas un string. Ce qui fait que, en gros, à la compilation, je ne pourrais pas mélanger des torchons et des serviettes. Là où le client attend un index name, je ne pourrais pas lui passer un nom d'agrégation, par exemple. En plus, l'Elasticsearch accepte là-dessus soit un nom d'index unique, soit une liste séparée par des virgules, donc un tableau en fait d'index. C'est-à-dire qu'on peut chercher sur plusieurs index à la fois. Donc du point de vue du typage, c'est quoi? C'est une union. TypeScript, il a le support pour les unions. Donc mon indices, c'est un index name ou index name crochet, qui lui-même, index name est une chaîne de caractères. Donc là, on arrive à quelque chose qui est un typage très 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 fort, bien plus fort en fait que ce qu'on pourrait même exprimer avec OpenAPI. Si on regarde notre search response, donc là on voit apparaître voilà, des types génériques. TypeScript, il a des types génériques. C'est cool, parce qu'en gros, à chaque fois qu'il y a un type applicatif qui va rentrer dans, notre API, typiquement à chaque fois qu'on va aller indexer ou lire des documents qui viennent de l'index Elasticsearch, eh ben, on va le représenter par un type générique. Hein. Et c'est là que vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, où je pouvais aller descendre dans les structures. Donc le hit metadata, il contient des informations sur le nombre de résultats totaux, et puis on descend ensuite dans un hit, qui est un résultat, dans lequel on va trouver la source, qui est notre document T d'origine. Donc cette approche-là, avec les types génériques, nous permet comme ça de générer ce code que vous avez vu, où je passe juste product.class. Plop, le truc il descend jusqu'au fond de la hiérarchie, et on va faire la désérialisation en product depuis chacun des objets qui sont dans ce tableau. Donc on a comme ça une représentation en termes de typage qui est extrêmement riche et surtout qui nous permet de capturer en gros tout ce qui est représentable par la panoplie des 9 langages qu'on va cibler. Hein. On pourrait se dire, si je reviens ici, que en Java, le fait de dire type index name égale string, ça n'a aucun intérêt. Par contre, dans des langages type Scala que Paul là, utilise au quotidien, ça a beaucoup plus d'intérêt. Oui. Alors, donc très bonne remarque. On a redéfini effectivement tous les types primitifs pour tout ce qui est nombre. En particulier, donc on a. Alors, si on le voit au niveau TypeScript, je ne crois pas que je l'ai là, mais on a type int égale number, type long égale number, type float égale number, type double égale number. Parce que du point de vue TypeScript, tout est number, mais dans la génération de code Java, on s'arrête à ces types primitifs pour avoir le bon type au niveau de la génération de code. Par contre, dans le générateur TypeScript, puisqu'on utilise ça aussi pour générer du code TypeScript, lui, il descendra jusqu'à number. Hein. Donc ça nous a permis comme ça de placer en gros le niveau de contrainte de type, enfin d'exprimer le typage le plus fort en gros au niveau de la spec, sachant que chaque langage ensuite est capable ou non de représenter la totalité de ses contraintes et va en éliminer certaines si elles ne sont pas représentables. Donc là, exemple de ma classe query. Donc si vous vous souvenez, la tronche que ça avait, la query dans mes exemples, j'écrivais query, j'ouvre la collade, et en dessous, on voyait terme, deux points, et puis les paramètres de la terme query. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu vraiment représenter le JSON en TypeScript. Donc ce qu'on a dit, c'est une classe query, et puis il y a tout un tas de champs optionnels. Alors, d'un point de vue contrainte de type, c'est pas tout à fait exact parce que, en gros, il faut en choisir un et un seul. Ça, on ne sait pas le représenter en TypeScript. Par contre, nous, on l'a noté en haut en disant que c'est un conteneur. Donc, le fait de la nommer variante, c'est une union, en fait. Ce qu'on appelle variante, c'est une union de type conteneur. Donc, ce truc-là, et cette classe-là, est un conteneur de variante. Ce n'est pas des propriétés au sens classique. C'est une union. Et les générateurs de code, derrière, vont voir cette annotation et générer le code en conséquence. On voit au passage qu'on capture là-dedans aussi des informations de déprécation, de sins, machin, etc. Enfin, on a rajouté un certain nombre d'annotations qui nous permettent d'avoir un modèle comme ça extrêmement riche et de mettre typiquement dans le Javadoc. Quand vous allez voir le Javadoc de l'objet query dans le client Java, vous avez un lien directement sur elastic.co, le guide de référence d'Elasticsearch, qui va vous permettre d'apprendre comment utiliser ces queries. Voilà, ça c'est une union taguée. Alors,
il y a eu un gros boulot pour faire ça, parce que comme je vous disais, il n'y avait pas de spec existante, donc il a fallu qu'on le fasse. Alors, la façon dont on l'a fait était assez rigolote aussi. On est parti du client, le driver C# qui avait été écrit à la main. Là aussi, il y a un gars qui a passé 7 ans quand même à travailler sur ce client C# écrit à la main. Donc un boulot de Romain, c'est un truc de fou. Et en gros, on a fait une première passe en gros, de rétro, comment dire, d'introspection en gros du client C# pour générer un premier canevas de la spec en TypeScript. Donc en gros, on a fait un traducteur de C# en TypeScript pour avoir un premier jet. Après ce premier jet, bah, il a fallu nettoyer, il a fallu l'affiner et surtout il a fallu le valider. Alors, comment on fait pour valider ça? Eh ben, on s'est dit, bah, les gens d'Elasticsearch côté serveur, ils font bien leur boulot, ils ont plein de tests de validation. Ils en ont 5400, peut-être plus maintenant d'ailleurs. Et ce qu'on va faire, c'est que bah, on va faire un petit proxy qui se met entre les tests de validation et le serveur Elasticsearch, et on va capturer tout ce qui passe. Request, response. On connaît les API qui sont appelées, et en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va utiliser cette librairie tsmorph que j'ai évoquée tout à l'heure, qui contient un truc qui permet de prendre un JSON et de regarder si le JSON il correspond à un type TypeScript. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme ça, en piggyback, donc en coupure, on a absorbé en gros tous les requests et responses des 5400 tests d'Elasticsearch. Et pour chacun d'entre eux, on a pris le type request ou response correspondant. Hop, est-ce que ça rentre? Si ça rentre, c'est bon. Si ça rentre pas, le truc nous dit ah, il y a un champ schmoll là qui est de type truc, je ne sais pas ce que c'est. Ah bon, ok. À ce moment-là, on va corriger la spec. Donc il y a eu un processus itératif comme ça qui continue encore, parce que sur 2000 structures de données, on n'a pas fini encore, hein, mais en gros, il y a eu 6 mois où sans arrêt, on corrigeait des trucs. Et ce qui nous a permis comme ça, assez rapidement, finalement, de valider notre spec d'API. Et on l'a validé par rapport au produit. Et la source de vérité, c'est forcément le produit. Tant qu'à faire, puisqu'on a mis en place des outils de validation, bah, on s'est dit, bah, tiens, on va mettre ça sur notre intégration continue. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez le repository de la spécification qui est open source. Hein, vous pourrez aller voir, il y a les URL à la fin. À chaque fois qu'on fait un changement sur le repo GitHub qui contient cette spécification, on repasse tous ces tests de est-ce que ça rentre dans le moule ou pas. Et ça nous ajoute sur la pull request un rapport disant est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on n'a pas progressé. Comme ça, on peut voir très rapidement les régressions ou au contraire les progressions, sachant que l'objectif est évidemment d'avoir du vert partout, quoi, hein, ça c'est... Génération de code. Donc c'est bien gentil, on a du TypeScript d'un côté, maintenant je veux du Java de l'autre. Comment je passe de l'un à l'autre? Alors au tout début, on s'est dit bon, on va partir de l'arbre syntaxique TypeScript pour générer le code Java. Et puis c'est quand même un peu chaud, quoi, hein, parce qu'un arbre syntaxique d'un langage, c'est quand même très bas niveau. C'est pas assez contraint, c'est-à-dire que TypeScript est extrêmement riche dans ce qu'il peut exprimer, mais du coup c'était difficile de dire je fais un générateur de code Java qui sait tout ce que fait TypeScript. Donc on s'est dit on va se limiter à un sous-ensemble de TypeScript qui correspond à ce dont a besoin Elasticsearch ce dont on a besoin pour représenter l'API Elasticsearch, et on va définir un schéma, donc un métamodèle simplifié qui correspond exactement à ce dont on a besoin. Donc en gros, on prend notre spécification TypeScript, on la compile dans un schéma intermédiaire. Alors là, vous allez vous dire, mais attends, ils ont réinventé OpenAPI ou quoi? Alors d'une certaine manière, un petit peu, mais on l'a fait de façon à ce que ce soit exactement ce qui nous convenait, avec des choses qui n'existent peut-être pas dans OpenAPI, mais surtout plein de choses qui n'existent, avec des choses qui... On a des choses qui existent dans OpenAPI et qu'on n'a pas dans notre schéma, mais à l'inverse, on a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas représentables dans OpenAPI. Donc ensuite, voilà, du point de vue processus, on a défini un compilateur qui nous fait ce schéma intermédiaire. Le schéma intermédiaire est beaucoup plus simple, je vais vous le montrer. Derrière, bah, on a le générateur de code Java qui produit le client Java, mais aussi les clients C#, Go, JavaScript, Python, Rust, PHP, etc. Et qui produit aussi du OpenAPI. Et pourquoi ça?
Parce qu'un jour, les gens qui font la doc chez Elasticsearch, on a des équipes de technical writers. Alors, c'est des gens pour qui j'ai une admiration sans borne, parce que c'est des gens qui souvent viennent de carrières littéraires, et ils écrivent la doc pour un produit ultra technique. Mais certains m'impressionnent, parce qu'il y a un gars qui a un doctorat en philosophie, qui arrive et qui dit «Ah, j'ai essayé d'installer le truc là sur la Debian stable, machin, etc. J'ai un petit souci, machin. Et tu dis oh putain, le gars il a un doctorat en philosophie, il recompile son kernel quoi. Donc respect. Et un jour ils sont venus nous voir en disant en fait on travaille sur des évolutions de la doc d'Elasticsearch ou plutôt que simplement une doc statique, on voudrait bien permettre aux gens d'avoir une console où ils jouent un petit peu et les outils qui permettent de faire ça s'appuient sur OpenAPI. Ils génèrent en gros des consoles de test type Postman et compagnie à partir d'OpenAPI. Et là on s'est dit on n'a pas d'OpenAPI, mais par contre pour leurs outils à eux, finalement, les limitations d'OpenAPI, ça va à peu près. Donc on s'est dit on va générer de l'OpenAPI et puis à partir de ça, eux ils vont pouvoir se prendre ce truc-là et utiliser les outils de l'écosystème OpenAPI. Donc finalement, OpenAPI, il revient quand même un petit peu par la fenêtre. Et puis en fait, après, il y a encore plus de générateurs, parce qu'une fois qu'on sait générer des trucs, typiquement, il y a des gens de Kibana, donc l'IHM au-dessus d'Elasticsearch, qui sont venus nous voir en disant «Ouais, nous on a la console de développement, là où les gens ils peuvent taper les requêtes en JSON, on fait de l'autocomplétion, mais c'est la mort, quoi. Qu'est-ce que c'est compliqué, parce qu'il faut tout faire à la main. On pourrait pas générer l'autocomplétion à partir de votre modèle, là ?» Bah si, donc voilà, on a un nouveau générateur qui va générer toute la config et le code JavaScript pour l'autocomplétion dans Kibana. Donc une fois que vous avez commencé à mettre le petit doigt dans la génération de code, en général, ça vient vite. Alors j'en reviens un petit peu sur ma validation des specs. Je vous disais, on a capturé tous les request response d'Elasticsearch et on regarde si ça rentre dans le TypeScript. Mais en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est dire, maintenant qu'on a des clients qui sont générés avec des langages qui, pour certains, sont plus stricts au niveau typage que TypeScript, on va voir aussi si ça rentre dans le TypeScript. Donc typiquement, tu parlais des numbers tout à l'heure, du point de vue de TypeScript, un entier et un flottant, c'est la même chose. Du point de vue de Java, c'est pas la même chose. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans notre processus de validation, maintenant qu'on a un client Java généré, on a dit la validation consiste non seulement à regarder si le JSON rentre dans le TypeScript, mais aussi si le JSON, le client Java, c'est le désérialiser. Et pareil avec le client Go, pareil avec le client C#. Le client Rust pas encore, ça viendra. Et donc finalement, toute cette spécification, elle est validée par l'intégralité des productions ensuite qui sont le résultat de la spécification. Donc là, le serpent se mord la queue un petit peu, mais ce qui nous permet comme ça de faire tomber tous les bugs de spec et en même temps de valider le code qui a été généré. Pour terminer, alors un truc moi qui m'a fait plaisir, parce que le problème quand on est développeur dans l'open source, c'est que les gens qui viennent vous voir, c'est parce que ça ne marche pas. Donc les seuls retours que vous avez de vos utilisateurs, c'est des retours négatifs. En disant « Ah, il manque telle fonctionnalité. » Bon, ok, attends, on ne peut pas tout faire à la fois. « Ah, il y a ça qui plante. Ah ouais, il y a un problème dans la spec. Ah, il y a un null pointer exception. Ah, j'avais pas pensé à ce cas-là. » Et puis, une fois, il y avait un gars qui couinait parce qu'il n'y avait pas assez de doc, etc. Que j'ai dit... en gros, c'était quelqu'un qui était venu dire, il levait une issue en disant il n'y a pas de doc sur tel truc, j'ai du mal à utiliser. Je leur ai dit oui, on ne peut pas tout faire, la doc ça va venir, on va y travailler. Et un autre gars qui répond en disant ouais, aujourd'hui l'état de la doc, je trouve qu'il n'est pas assez avancé, je ne conseille pas d'utiliser le nouveau client, restez sur l'ancien. Alors je dis gentil, mais bon, le client, l'ancien de toute façon il va disparaître. Donc il vaut peut-être mieux essayer de faire un peu l'effort pour utiliser le nouveau client, sachant que de toute façon c'est l'avenir. Et là le gars a compris que j'avais été un petit peu gêné par sa remarque, et il me répond « Ah mais attends, je voulais pas être agressif, machin, etc. » Il me dit « Je ne taris pas d'éloges sur le nouveau Java client, le nouveau client Java au boulot. Je le décris fréquemment comme beautiful, une chose que je n'ai jamais faite en plus de 20 ans d'utilisation de Java. » Et là, ça fait du bien. Donc tout ça pour dire quoi si vous utilisez des logiciels open source,
de temps en temps, féliciter le développeur, lui dire que vous êtes content, que ça vous plaît, leur remercier, etc. Ça fait du bien, parce que n'oubliez pas que derrière, en gros, 90% des tickets, c'est des gens qui râlent. Donc ce petit genre de message, ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça m'avait fait ma journée, ça. Un peu plus même. Et voilà, donc là je vous mets les liens sur le client Java lui-même, donc tout le code généré, sur la spécification. Ces deux-là sont open source, licence Apache. Malheureusement, le code du générateur n'est pas open source. Alors, pourquoi ça? Parce que y a des gens qui s'appellent AWS qui ont décidé un jour de dire on fait vachement de pognon avec Elasticsearch en le vendant juste sur nos serveurs. Nous on était là, ouais, vous êtes gentils, mais enfin bon, voilà. Et puis ouais, allez, tiens, je fork. J'appelle ça OpenSearch. Et donc il y a eu, c'est quoi, il y a 1 an et demi maintenant, scission entre OpenSearch, qui est un produit maintenant AWS, alors communautaire, mais c'est essentiellement AWS. Et en gros, on s'est rendu compte ensuite qu'ils prenaient beaucoup d'inspiration des nouvelles fonctionnalités qu'on développait pour les réimplémenter, etc. Et quand on a décidé de faire ce nouveau client, on s'est dit, on va quand même pas leur filer toutes les billes pour qu'ils fassent leurs clients à eux pour leurs évolutions. Donc c'est ce qui a conduit, malheureusement, à mon grand regret, à garder ce générateur fermé. Voilà. Donc, mais ça, c'est le business, hein, c'est la dure loi des affaires. Voilà, je vous remercie. Des questions? Ouais. Oui. Donc alors voilà, les aspects produits, commerce, etc. d'Elasticsearch, etc. Donc alors, historiquement, donc aujourd'hui c'est des produits qui sont dits, alors on appelle ça nous free and open parce que techniquement c'est plus open source, c'est plus une licence open source au sens open source initiative à cause de ces bisbilles avec AWS. Donc c'est une licence qui est, donc c'est du code source. Le code source est public. C'est une licence qui reste très permissive avec une restriction. En gros, toi dans ton application, tu peux en faire ce que tu veux. La seule chose qui n'est pas permise, c'est de faire un SaaS où tu vends du Elasticsearch as a service. Hein. Donc là, je le dis sans détour, c'est pour cibler AWS qui ne puisse pas utiliser notre produit sur leur infrastructure en le vendant tel quel. C'est pour ça qu'ils ont forqué et qu'ils ont fait OpenSearch. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une version gratuite où il y a, on va dire, 80% des fonctionnalités qui sont disponibles. Après, il y a des versions payantes avec des fonctions supplémentaires, notamment tout ce qui touche à des fonctions de machine learning, etc. Pour faire l'indexation de documents, des sites de e-commerce, machin, etc., la version gratuite, alors, elle en fait 10 fois plus que ce dont tu n'auras jamais besoin pour un site de e-commerce. Et au-dessus de ça, on a aussi des déclinaisons verticales commerciales. Alors quand je dis verticales, c'est on a 3 segments de marché. On a donc le search. Donc typiquement, on a des produits qui s'appellent Enterprise Search, Site Search, où en gros, ça va venir faire de l'indexation documentaire dans les entrepôts et entreprises, ou aussi pour l'indexation type Algolia. Tu connais peut-être Algolia. En gros, c'est un outil que tu mets sur ton site web. Il va crawler le site web et t'indexer tout ça. Donc on a ça aussi. Ça, c'est la partie Search. Après, on a la partie dite Observability, où en gros, c'est tout ce qui est agrégation et analyse de logs et de métriques. Donc là, alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais un produit open source, tu n'envisages pas forcément la direction dans laquelle il va aller. Initialement, Elasticsearch était uniquement sur la partie search, et un jour, les gens se sont dit, bah tiens, des logs, c'est des documents, on va indexer les logs. Et là, pouf, d'un seul coup, a émergé tout un énorme volant d'activité, donc qu'on appelle maintenant observabilité, qui n'existait pas avant. Donc là, on a indexation de logs, de métriques, tout ce qui est aussi des choses comme Application Performance Monitoring. Là, on va vraiment instrumenter les applis pour remonter des métriques applicatives, etc. Et le troisième volet, c'est la sécurité. Donc ce qu'on appelle les SIEM, SIEM, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Où en gros là c'est un genre de monitoring mais vraiment très adapté à la détection d'intrusion, d'activités suspectes sur des postes utilisateurs, etc. Donc on a ces trois produits verticaux qui s'appuient sur un socle technologique
communs, Elasticsearch et Kibana qui est la partie IHM front-end, et qui a un tiers gratuit qui déjà permet de faire beaucoup de choses, et surtout dont le code source est disponible. Voilà. Je l'ai bien fait, Paul? C'était bien? Ok, voilà. Ah oui, 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 oui. Alors, oui, oui. Alors, le schéma .json, il y en a un qui oublie rien là-bas, hein. Je vais vous montrer déjà ce qu'on appelle le métamodèle, c'est-à-dire que... Non, je vais vous montrer, tiens, non, je vais vous faire mal. Je vais vous montrer le schéma JSON lui-même. Alors, il est où? Il est là. Tac. Donc, on est dans le output. Schéma JSON. Ping, ping. Pourquoi il veut pas le double-clic là? Tac. Alors... Voilà, donc il y a en gros, je crois, pas loin de 100 000 lignes. Donc nous, développeurs de clients, on ne le regarde jamais, sauf des fois quand il faut débugger, mais on ne le regarde jamais. Et en gros, voilà, donc c'est du JSON qui a cette tronche-là. Alors ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est le modèle de ce truc-là, qu'on a défini évidemment en TypeScript. Voilà, métamodèle .ts. Voilà, tac, ici je monte. Donc on va dire que, alors si je vous montre quoi, par exemple, on va descendre ici, voilà. Donc je pars d'ici là, voilà. Donc j'ai une définition de type. Donc dans ma spec d'API, on va dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 types de structures différents. Donc on a interface, alors ça c'est la terminologie TypeScript pour définir une classe abstraite, donc voilà, donc c'est une classe en fait, hein. Et puis on a des classes un peu spéciales qui sont des requests ou des responses. Alors pourquoi elles sont spéciales? Parce que en gros elles peuvent être attachées à un endpoint, et surtout la request elle a cette notion de paramètres de pass, de request et de body, hein. Donc c'est des types particuliers. Et puis on a aussi donc les énumérations et puis les alias. Tout à l'heure quand j'ai montré type index name égale string, typiquement ça devient un alias. Alors si on regarde par exemple une request, donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que là en TypeScript on va la typer, hein, de façon à avoir cette information là dans le JSON résultant. C'est une kind request. Elle a des paramètres génériques qui sont des type name, hein. Donc type name c'est un nom qualifié, package plus nom. Elle a une liste éventuellement d'héritage. Alors on va pas rentrer dans le... Non, elle a un héritage et éventuellement des implémentations d'interface. Et elle a ensuite, on retrouve les passes, le query et le body. Donc en gros, les trois éléments d'une requête. Qu'est-ce qui vient dans le pass de l'URL? Qu'est-ce qui vient dans les paramètres de requête? Et enfin, le body. Alors, tout ça, c'est des properties. Si on regarde une property, ça a un nom, ça a un type. Alors value of qui lui-même se décompose en type primitif, union, tableau, dictionnaire, truc comme ça. Est-ce que c'est required ou pas? Est-ce que ça a une description, une URL dans les docs? On est en train de changer maintenant le système de doc. On a des identifiants plutôt que des URL. Bon, ça c'est le tambouille interne. Les scenes, les serveurs default. Donc là, c'est en gros pour savoir quelle est la valeur par défaut qui est donnée par le serveur si on ne donne pas de valeur, les déprécations, stabilité. Des fois, on a envie, la terminologie utilisée dans le JSON n'est pas forcément génialissime d'un point de vue lecture. Donc à ce moment-là, on peut mettre un code GenName qui est en gros le nom qu'on va utiliser dans le code généré, etc. etc. Les alias. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est très rigolo, c'est que la spec d'API d'Elasticsearch a été développée, on va dire, avec curl d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en gros, il testait tout avec curl, et c'est pour ça qu'on voit souvent des choses assez lenient, où typiquement à chaque fois qu'il accepte un tableau, Elasticsearch, il accepte aussi un objet unique. Mais il y a aussi des fois, il y a aussi des raccourcis sur les noms. Par exemple, plutôt que de taper aggregate, vous pouvez taper AGG.
Donc ça veut dire que Elasticsearch va accepter les deux, mais aussi des fois, selon les cas, va nous renvoyer l'un ou l'autre. Donc sur une propriété, on va lui donner son nom canonique, mais aussi une liste d'alias possibles. En gros, on peut la trouver sous différents noms, etc., etc. Et puis on a même des trucs ici, là, ISQuirk. Il y a des trucs qui sont tellement dégueux qu'on n'a pas réussi à les capturer dans le modèle, mais on les marque dans la spec, et ça se retrouve dans le métamodèle. Et donc les générateurs de code, en gros, à chaque fois qu'ils voient un ISQuirk comme ça, ils regardent s'il est dans ceux qu'on a implémentés spécifiquement, et si non, le générateur casse en disant ah, attention, il y a un nouveau truc foireux qui est apparu dans la spec, je ne l'ai pas implémenté, faut que tu viennes voir là. Ça c'est voilà, donc des trucs comme ça. Ça répond à bah, c'est dans la partie open source. Tu peux aller voir, tu vas comprendre. Là c'est un peu long de rentrer dans le détail, etc. Mais ça se comprend assez facilement en fait, hein. Voilà. Et de cette représentation-là, en fait, tous les générateurs de code sont basés là-dessus. Enfin, quand je dis tous, aujourd'hui, en générateur de code qui s'appuie là-dessus, on a Java, on a Go, on a C Sharp, on a du Python aussi avec les annotations de typage, et les autres vont arriver derrière. Non, non, non. Alors là aussi, ta question intéressante. En quoi ils sont écrits les générateurs de code? Au tout début, quand j'ai commencé à expérimenter sur l'arbre syntaxique, générer du code Java à partir de l'arbre syntaxique TypeScript, je l'ai fait en TypeScript parce que les librairies de parsing de TypeScript sont elles-mêmes écrites en TypeScript. Euh, bon, c'est cool TypeScript, moi j'aime bien, mais bon, on change d'univers. Dans l'équipe des SDK clients chez Elastic, en gros, on a en gros une personne par langage. Et ces personnes-là sont vraiment des spécialistes du langage. Moi, j'ai commencé à faire du Java avec la version 1.0.1 en 1997-8, truc comme ça. Donc ça fait un moment que je suis ce qui se passe là-dedans. La personne qui fait le client Python, par exemple, c'est un Python Fellow, c'est le mainteneur de URL lib3. Voilà, donc c'est vraiment à chaque fois des hyper spécialistes des langages. Et donc leur dire bah, t'écris ton générateur dans TypeScript, ça ne fait pas forcément plaisir. Donc le générateur Java est écrit en Java, le générateur Go est écrit en Go. D'ailleurs, il a du mal, il couine, hein, parce que quand on fait des trucs compliqués en Go, au bout d'un moment, c'est pas facile. Python, c'est fait en Python. Rust, je suis en train de le faire en Rust, etc., quoi. Mais enfin, c'est un choix individuel pour chaque langage, hein. Il n'y a pas de contrainte obligée chez Elastic, mais c'est en gros ce qui est l'approche la plus naturelle pour nous. Et le fait d'avoir ce métamodèle intermédiaire ici permet justement ce genre de choses, parce qu'on n'a pas à aller directement taper dans le TypeScript. Oui. En gros, voilà. Donc, on va dire la structure, l'architecture des différents clients se ressemble au sens où on a standardisé cette architecture en librairie HTTP bas niveau, transport et structure au-dessus. Là où ça se ressemble ensuite, c'est que toutes ces structures ont toutes le même nom et les mêmes noms de propriété, puisqu'elles partent d'un modèle unique. Par contre, la façon de les exprimer va respecter les idiomes respectifs des différents langages, hein. La notion de builder, tu mets ça en Go, immédiatement tout le monde dit ouais, on voit que ça a été écrit par un développeur Java, quoi. Ça, et en Python, la notion de builder, bah, tu l'as pas parce que tu écris des dictionnaires, ça se fait naturellement, quoi. Donc mais t'as le typage qui vient se mettre par-dessus. Oui, oui, ouais. Donc effectivement, c'est là que c'est important d'avoir des spécialistes des langages pour chacun des langages, parce que typiquement, moi j'ai passé plusieurs semaines avant de commencer à faire le générateur de code, à tester différentes approches. D'ailleurs, si vous allez voir dans le répertoire doc du client Java, il y a une partie ADR, Architecture Decision Records, où j'ai capturé un peu, pour un certain nombre d'éléments structurants, les différentes hypothèses qui avaient été envisagées,
et quels étaient leurs inconvénients, leurs défauts, et pourquoi au final on a choisi telle ou telle approche. Typiquement, la notion de builder, ces fluent builder avec les lambda expressions que j'ai montré, mais aussi des choses comme les valeurs optionnelles. Je me suis beaucoup gratté le crâne. Alors, est-ce que j'utilise optional ou pas? Et au final, j'ai dit non, on va rester sur nul. Mais j'ai beaucoup hésité et je suis parti là-dessus en me disant que finalement, optional, même, comment il s'appelle j'oublie son nom. Hein Oui, Brian Guts ne conseille pas l'utilisation d'optional. Alors pour des raisons que j'ai pas forcément toujours très bien compris, mais bon, parce que ça rajoute une allocation aussi, hein, ça fait un wrap. C'est ça, c'est plutôt, il dit en valeur de retour des fonctions, mais à éviter dans les champs des classes, parce que justement ça fait des allocations supplémentaires, ça fait du wrapping. Et puis aussi, si on regarde aussi l'écosystème Java, malgré tout, l'utilisation de optional reste très limitée, hein. Quand on fait du Scala, c'est différent. Là, on fout des options partout. Mais en Java, ça reste assez limité. Et puis après, je me suis posé la question, quand j'ai défini ça, est-ce que c'est compatible avec Scala et Kotlin? En gros, est-ce qu'on a besoin de générer des clients spécifiques pour Scala et pour Kotlin parce que la distance sera très grande dans l'expressivité, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit finalement peut-être pas natif pour ces langages-là, mais qui soit raisonnablement utilisable? Et là, ce que j'ai vu, c'est que en Kotlin, qui, bon, faut bien se dire maintenant, est plus utilisé que Scala, hein, en Kotlin, il y a les types optionnels qui d'ailleurs se traduisent par un nul. Donc je me suis dit, bon bah ok, on reste sur le nul et on oublie optionnel. Donc c'est pour ça effectivement qu'il est important d'avoir des spécialisés langages parce que on est immergé dans l'écosystème, on connaît la syntaxe, on connaît les pratiques, on connaît les approches idiomatiques pour ces différents langages. Donc s'il avait fallu que je fasse le client Python, je pense qu'il n'aurait pas ressemblé à grand chose, quoi. Ça, ou un client Java écrit en Python, quoi. Ça, ouais, ouais. Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que Elasticsearch fait la différence entre nul et undefined? Ça dépend. C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué parce que il y a certains endroits où, quand une valeur est absente, il va renvoyer nul, plutôt que simplement omettre le champ dans le JSON qui est renvoyé. Et il y a d'autres endroits, et là c'est beaucoup plus problématique, où où en gros la valeur nulle va avoir une signification particulière. Alors typiquement, c'est dans la partie settings, donc configuration du serveur. On peut configurer certaines parties du serveur Elasticsearch à travers les API. Et on va dire, je fais des settings sur, je sais pas, un schéma de stockage, truc comme ça. Donc je vais configurer tout mon truc, etc. Si je veux annuler ce settings et revenir à la valeur par défaut, je vais lui passer la valeur nulle. C'est-à-dire que j'envoie des settings en disant cette partie-là, elle est nulle. Ça ne veut pas dire qu'elle est absente, ça veut dire tu me la resets à sa valeur par défaut. Donc c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que des fois nul est équivalent à undefined, d'autres fois il ne l'est pas. Donc comment on représente ça nous? C'est dans l'aspect qu'on a nul ou. Tac. Donc on sait que quand dans l'aspect TypeScript il y a nul ou un type, à ce moment-là le nul est signifiant. Sinon on met simplement une valeur avec le petit point d'interrogation qui dit qu'il est optionnel. Ouais, voilà, donc ouais. Alors, est-ce qu'on peut donner au client le schéma attendu par le serveur pour qu'il y ait une prévalidation? La réponse est non, et en fait, nous, on ne veut pas le faire. Alors, ça, c'est une décision qu'on a prise au niveau du client, et donc ça fait partie des décisions qu'on a prises sur tous les langages. C'est-à-dire qu'en gros, la validation qui doit être faite au niveau du client, c'est une validation structurelle et de typage. C'est-à-dire que si j'attends une propriété Toto, s'il y a un Titi, non, on ne va pas laisser faire. Pareil, si j'attends un booléen et qu'on me passe un nombre,
Non, c'est pas bon. Structurellement, d'un point de vue typage, c'est pas bon. Par contre, le fait que la valeur du champ X doit être supérieure à la valeur du champ Y, ça, c'est du ressort du serveur. Donc, nous, SDK client, on dit, on ne s'occupe uniquement de la validation structurelle parce que la validation de cohérence, elle est déjà faite par le serveur. Extraire cette connaissance, déjà, serait très compliqué. La générer serait aussi non trivial. Et surtout, c'est que parfois, ces règles de validation évoluent côté serveur. Donc ça veut dire qu'il y aura un travail de maintenance à faire côté client qui serait non négligeable. Donc en gros, on a pris la décision, et là c'est vraiment c'est réfléchi, hein, c'est pas par hasard, c'est en gros de se limiter à de la validation de structurelle et type côté client, et de laisser tout ce qui est validation de cohérence à la responsabilité du serveur qui lui renvoie des messages d'erreur qui sont souvent assez évocateurs et qu'on remonte sous forme d'exception. Donc en gros, on n'économise pas un appel réseau, mais ça fait quand même une exception au runtime. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à la version côté serveur? Alors là, on a défini, c'est un problème compliqué aussi, la notion de compatibilité ascendante, descendante, etc. Donc Elasticsearch a des versions majeures, en gros tous les 18 mois à 2 ans, où là on se réserve le droit de faire des ruptures de compatibilité, sachant qu'en général tout ce qui est supprimé ou rendu incompatible d'une version N à une version N+1 a déjà été marqué comme deprecated dans la version N. C'est-à-dire qu'en gros, c'est dans la version N-1, on a déjà anticipé qu'on la virera dans la version N+1 et on la marque deprecated dans la version N de façon à ce que l'utilisateur puisse migrer. Donc on a ces ruptures de compatibilité. Ce qu'on dit au niveau des clients, il y a plusieurs choses. C'est que d'une part, un client dans une version genre 8.5 actuellement va être compatible avec toutes les versions 8.5, 6, 7, 8, 9, en gros les versions mineures ultérieures. Pourquoi ça? Parce que côté Elasticsearch, il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées, mais elles ne seront pas obligatoires. Aucun champ obligatoire ne sera rajouté dans les formats JSON d'Elasticsearch parce que ça, ajouter un champ obligatoire casserait la compatibilité ascendante. Donc en gros, je prends mon client 8.5, je suis garanti qu'il va fonctionner jusqu'à la fin de la lignée de la version 8. Par contre, il n'est pas garanti qu'il va fonctionner avec la version 8.4 ou 8.3 d'Elasticsearch parce que peut-être que justement dans cette version 8.5, il y a des choses qui ont été rajoutées, des champs par exemple, dans certaines structures qui ont été rajoutés. Si moi, dans mon application, je les mets, un serveur Elasticsearch version 8.3, il va dire ah, je ne sais pas ce que c'est, échec. Hein. Donc en gros, on a une compatibilité ascendante dans les releases mineures de la même majeure. Voilà. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que le client Elasticsearch version 7 est compatible avec la 8. Alors pourquoi ça? Parce que en gros, dans chaque requête, le client envoie sa version. Il dit ah, moi je suis un client en version 7.17. Et Elasticsearch dit Elasticsearch 8, lui, il dit ah, c'est un client en version 7. Et le formatage du JSON va être rendu compatible avec la version 7. Donc on a aussi cet autre aspect-là en fait. C'est-à-dire que de façon à rendre la migration la plus indolore et facile possible, autant que possible, en fait, les versions majeures N+1 ont un mode de compatibilité descendante vers la version N, avec justement en s'adaptant à la version d'API attendue par le client. C'est compliqué, hein, c'est pas simple. Voilà. D'autres questions? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la gestion des exceptions? Alors, la gestion des exceptions, elle arrive, il y a, il y a 3 niveaux. Premier niveau, je construis mon objet et il y a une propriété non optionnelle qui a été omise parce que je n'ai pas appelé le setter. Donc là, ça lève une exception qui s'appelle, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Voilà, en gros, je crois que c'est une modèle exception, API modèle exception, qui va dire, bah voilà,
le champ truc, dans la classe truc, il manque tel champ. Donc ça, ça fait partie des validations en gros qui se font côté client, c'est-à-dire qu'on est sur la validation structurelle. Donc ça, premier niveau d'exception. Deuxième niveau d'exception, c'est les exceptions plus liées à la communication réseau. Donc là, on a toute une batterie de sous-classes de IO exception. Alors en plus de celles qui arrivent avec le JDK, qui vont nous permettre d'identifier par exemple qu'on a fait un certain nombre de retries et qu'on a échoué au bout de X retries. Et puis après, le troisième niveau, c'est la Elasticsearch exception. C'est qu'en gros, le serveur a renvoyé une erreur. Donc là, Elasticsearch, son format d'erreur est bien défini. Il est bien défini et il comporte donc un identifiant, une description et éventuellement la stack trace côté serveur. Alors quand je dis éventuellement, parce qu'en prod, il est en général déconseillé de laisser passer les stack traces sur le réseau. Ça peut parfois révéler certaines informations qui peuvent être sensibles, mais la possibilité existe. Voilà, ça répond à la question ça, hein. Alors, l'exception sur la structure que je disais, la partie propriété manquante, ça c'est une runtime. L'IO exception n'est pas runtime par définition, parce que ça vient du JDK. Et la Elasticsearch exception, elle est runtime. Personnellement, j'ai tendance à préférer les runtime exceptions. Donc là, c'est toujours des choses qui sont en discussion dans la communauté Java, ça. Parce que, bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des surprises sur les différentes versions de TypeScript? Non, parce que en fait, on n'utilise pas TypeScript de façon très hardcore, hein. Il y a des constructions de type en TypeScript. J'ai vu ça, j'ai fait, ouf, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il y a des trucs un petit peu compliqués. Bon, comme c'est derrière des TypeScript qu'il faut que nous on traduise au niveau des générateurs de code vers quasiment une dizaine de langages. C'est pour ça que je disais qu'on s'est arrêté à un sous-ensemble de TypeScript bien borné, et c'est la partie compilateur qui nous crée ce fichier schéma dont je parlais tout à l'heure, qui va vérifier qu'on reste dans ces bornes en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une erreur de compilation du schéma si on n'est pas dans les bornes. Donc là, la réponse c'est non, on n'a pas eu de problème parce qu'on s'est contraint à un sous-ensemble qui correspondait, on va dire, au classique tronc commun de TypeScript, hein. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Bon, on a fini? Ouais. Ah non, non, donc c'est compatible Java 8, mais voilà, c'est compatible Java 8 et plus. Alors, oui, oui, non, non, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. D'ailleurs, à un moment, on va rajouter des modules optionnels qui seront Java 11 minimum. Pourquoi? Parce que moi, je veux pouvoir virer la partie client HTTP Apache et utiliser le client HTTP qui est intégré dans le JDK maintenant depuis la version 11. Pourquoi ça? Parce que quand on a des scénarios type microservices à durée de vie assez faible ou du GraalVM, un truc comme ça, c'est quand même vachement mieux. Donc on n'a pas besoin en gros de toute la souplesse et la puissance du client HTTP Apache, et celui qui est fourni avec le JDK suffit amplement. Donc moi je veux proposer comme ça une version plus light en fait qui serait basée sur ce client intégré. Mais par contre c'est Java 11 seulement, donc ça sera un module optionnel. Alors là-dessus aussi, ce qu'on fait, c'est que on a une partie télémétrie, c'est-à-dire que je vous disais que les clients envoient dans leur en-tête leur version, de façon à ce que le serveur puisse savoir à qui il a affaire. Mais nous, ça nous sert aussi dans Elastic Cloud, donc l'offre SaaS d'Elastic. En gros, on log ces en-têtes pour toutes les requêtes qui passent. Alors ça contient non seulement la version du client, mais aussi la version de Java, par exemple. Et ce qui nous permet ensuite de savoir, donc non seulement quel est le rythme d'adoption des différentes versions qu'on sort, en surveillant les logs sur notre SaaS, mais aussi de savoir quel environnement ils utilisent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer qu'à un moment donné, on dira, bon ok, Java 8, on arrête, parce que ça représente X%, pas beaucoup, des requêtes sur cloud, sachant que c'est toujours un petit peu délicat de faire ça, parce qu'on a aussi beaucoup de clients, big co, grosses entreprises, qui sont on-premise, en particulier les banques, etc.
Et ceux-là, ils ont tendance à évoluer encore moins vite que ceux qui utilisent du cloud. Donc voilà, quand on décidera que en regardant la télémétrie sur le cloud, il serait peut-être temps d'abandonner JavaBit, on ira quand même interroger Société Générale, BNP, Goldman Sachs, Boeing, et je ne sais pas qui encore, quand même, parce que on va trouver des surprises. Voilà. Bon, on a fini, non? Merci.